Ok, bonsoir chers amis internautes, bonsoir chers amis téléspectateurs. Comme vous le savez, c'est encore la structure Ivoire Prod Marine Communication à l'émission Postel Papa. Et on vous l'a dit depuis la première édition, nous sommes au Maroc et nous attaquons toutes les grosses têtes, tous les grands frères et les dignitaires, ceux-là même qui se sont installés au Maroc et qui ont pu sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, si certains Ivoiriens vivent au Maroc, si certains jeunes vivent au Maroc et arrivent à se mouvoir, arrivent à se distraire dans ce pays arabe, dans ce pays musulman, c'est grâce à certaines personnes, c'est grâce à certains dévanciers. Et ces gens-là, il faut forcément les rendre hommage. Quand aujourd'hui Ivoire décide de faire l'émission Postel Papara, c'est pour ces gens-là, c'est pour ces messieurs-là. Et c'est dans cette logique-là que nous avons décidé aujourd'hui de venir voir un monsieur qui était dignitaire, venir voir un monsieur qui a su se faire une place, il y a non, au Maroc, à Casablanca, à Rabat, à travers tout le Maroc. Et ce monsieur-là, vous êtes censé déjà savoir qui c'est, sans même l'avoir vu. Parce que quand je parle d'intégration, quand je vous parle de quelqu'un qui a donné la liberté à certaines jeunes au Maroc, tout de suite, il y a un seul nom qui revient à la bouche, c'est Bobby Joe. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous sommes chez le président Bobby Joe, qui est juste à côté de moi et que vous connaissez déjà tous. Président Bobby Joe, bonsoir. Bonsoir, petit frère. Ça va? Bien, président. Quand on est avec vous, ça va toujours. Aujourd'hui, président, nous sommes chez vous, comme vous l'avez entendu, pour l'émission Postel Papara de Ivoire Prod. On a tendance à entendre Bobby Joe, mais comme beaucoup d'Ivoiriens, nous ne savons pas qui est Bobby Joe, nous ne connaissons pas Bobby Joe. Alors on va vous laisser vous présenter à l'état civil pour éclaircir ces hommes d'ombre. Ouais, d'abord, je vais vous remercier. C'est pas toujours qu'on a l'occasion de se retrouver dans une telle situation. Je vais en même temps vous féliciter pour l'entreprise. Voilà, c'est des choses qui nous manquent ici. Les gens passent, on arrive à parler de après par rapport aux images, par rapport à ce que l'on laisse. Et dans ce monde, la haute technologie aujourd'hui, c'est les vidéos et les photos. Donc vraiment, ça me va droit au cœur. Alors, concernant la présentation, tu sais, jeune frère, nous sommes au Maroc, tu vois, et nous nous débrouillons tant bien que mal. Certains de façon formelle, d'autres de manière informelle. Suis mon regard. Tu comprendras. De ce fait, je m'excuse auprès de vous. On va s'asseoir à la présentation. Alors. Voilà, ce soir la présentation à l'état civil. Ok, pas de souci, président. Aujourd'hui, si nous sommes chez vous, c'était d'abord pour vous rencontrer, vous dire merci d'abord pour tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne. Et aujourd'hui, président, vous le savez bien, Ivoire Prod est une structure qui fait dans l'événementiel. Et ce 29 décembre, nous avons une grande manifestation que nous organisons, je suis sûr que vous le savez déjà, avec l'arrivée de Espoir 2000 pour un spectacle ici au Maroc, avec le président de la saisine, trop parfait que je suppose que vous connaissez déjà. Oui. Nous vous approchons ce soir, président, pour savoir qu'est-ce que vous pensez déjà de Ivoire Prod, cette structure-là, et aussi vous demander de lancer un appel parce qu'on croit et on ose croire que vous allez faire partie de cette pléiade de personnalités qui voudront bien honorer et gratifier de leur présence cette manifestation. Alors on vient vous voir pour vous demander de lancer un appel à tous ces Ivoiriens, de donner votre point de vue aussi sur la structure Ivoire Prod. Oui, Ivoire Prod, aujourd'hui, c'est devant une caméra que je le dis, mais l'un des membres de Ivoire Prod est en même temps un ami et un jeune frère à moi. Je citais Enzo Ferrari. Voilà, c'est un jeune frère, mais c'est un ami. Et il n'est pas à sa première manifestation, sinon à son premier événement. Il y a eu d'abord avec Manu Lélé à Rabat, j'y suis allé pour le soutenir. Il y a eu ensuite Yodé, je lui ai prodigué certains conseils par rapport au fait que je peux me vanter, oui, de dire que je suis l'un des précurseurs de ce genre d'événement ici. Parce qu'en 2011, j'ai fait venir ici les mousseurs,
Dans la même année, j'ai fait venir par la suite DJ Jacob. Donc, je sais un peu ce que c'est. Alors, bon, l'initiative est à saluer. L'initiative est à saluer. Et moi, de toute façon, en tant que Zoulouphile, donc fan de Zoulou, même si vous n'étiez pas venu ici, je m'y serais rendu. Donc, c'est seulement un plus. Et je ne peux que vous encourager dans ce que vous entreprenez. Sachez que tout début est difficile. Tout début est difficile. Voilà. Mais c'est l'échec qui nous fortifie. On échoue. Donc, généralement, il faut remercier l'échec parce que ça te permet d'avancer. Voilà. Quand on échoue quelque part, c'est pour pouvoir améliorer la suite. C'est important. Avec Manu Lélé, ça n'a pas été quelque chose de grand parce que c'était à Rabat. Avec Yodi, il y a eu de l'amélioration. Donc je pense qu'avec Espoir 2000, il y aura plus d'expérience. Donc ça sera vraiment un boom. Voilà. Non seulement je vous le souhaite, mais je crois. Je crois. Merci Président. Donc à vous entendre parler, cela confirme déjà que vous allez nous gratifier de votre présence. Mais est-ce que Président, déjà comme vous êtes le Président comme je l'ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas lancer un appel à tous ces fans de Zoulou là, à tous ces gens qui vous aiment ici à Casa, à Rabat, quelle que soit la ville où ils sont au Maroc, à tous ces gens aussi qui aiment la chose musicale, de sorte que, en plus de la chose musicale et en plus de l'amour qu'ils vous portent, leur lancer un appel pour leur demander de venir massivement soutenir le jeune frère président de la CESIM qui est en collaboration avec Vaprod pour organiser cet événement-là, leur demander de venir nombreusement parce que nous on le fait chaque jour. Mais comme on le dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Et comme vous êtes là, je crois que vous êtes la personne la mieux adaptée pour lancer un appel, pour pouvoir encore plus galvaniser ces gens-là pour ce concert. Ouais, c'est un honneur que vous me faites. Hein. Demandez que moi je fasse un appel par rapport à mon statut. Mais je ne pense pas que ce soit mon appel en fait qui vous enverra de la masse. Non, 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 c'est pas mon appel. Mon appel pourrait peut-être être une contribution, je dirais même peut-être une sorte de publicité ou de propagande par rapport aux connaissances et tout. Oui, mais ce qui va vous faire avoir du succès dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est une bonne promotion, voilà, et du professionnalisme. C'est ça. Le jeune frère président de la CESIM, je le connais très bien, je le connais même personnellement. C'est un jeune frère que nous suivons depuis longtemps et on l'a soutenu. On va continuer à le soutenir. Donc, je pense que d'abord même, toutes ces personnes qui ont, de près ou de loin, côtoyé la CIMA, obligatoirement seront présentes à cette rentrée de la saison. Voilà, qui vient au moment, qui est couronné par un événement, donc l'arrivée d'Espoir 2000. Donc c'est pas un appel en tant que tel de ma personne qui va vous faire avoir forcément le succès. Non, c'est une bonne organisation et une très bonne promotion. Okay. Merci Président. Président, on va maintenant passer au deuxième volet. Ça c'était le premier volet pour vous demander déjà de nous dire quelque chose à propos de l'événement que nous organisons bientôt. Le deuxième volet, Président, c'est de savoir, parce que nous sommes au Maroc, il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de choses, on voit aussi beaucoup de monde. Mais quand on voit le président Bobijo et qu'on voit comment est-ce qu'il a été intégré, parce que là, quand on est rentré chez vous, tout de suite, on a senti que nous sommes rentrés chez un monsieur qui s'est intégré. Mais comment est-ce que cette intégration-là s'est faite? Pendant qu'on voit aussi certaines personnes qui ont fait peut-être plus de 6, 7, 8 ans, qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir s'intégrer ainsi. Est-ce que le président peut nous dire comment est-ce que l'intégration a été faite, si elle n'a pas été difficile, s'il peut prodiguer déjà des conseils à ces jeunes frères qui sont d'arriver, qui sont peut-être à la première année ou à la première ou deuxième mois? Est-ce qu'il peut leur dire comment est-ce que lui il a fait pour qu'il puisse suivre ses traces pour aussi s'intégrer dans ce pays qu'on sait très difficile? Ouais.
Là, tu es en train de me demander de faire l'historique de mon arrivée, ma vie ici. Mais comme on m'a honoré de cette visite et de ce film que vous êtes en train de faire, je vais vous retenir l'ascenseur. Donc, je vais brièvement expliquer certaines choses. Je pense que même ça servira de conseil aussi. Bon, moi je suis arrivé ici au Maroc en 2007. Oui, en 2007, donc... c'est là 6 ans maintenant. Oui, ça fait 6 ans. Exactement, 6 ans que je suis arrivé au Maroc. Je suis venu là. Et... Pardon, mes premiers pas ici, le premier soutien ici ont été grâce à ma soeur aînée, qui était déjà ici. Voilà. Ma soeur aînée là. Voilà. Voilà, c'est grâce à elle que les premiers points ont été faciles parce que quand on vient d'abord au Maroc, quand on n'est pas étudiant, le premier problème qui se pose, c'est le problème de logement. Voilà, où poser la tête pour être à l'aise et tout, pour pouvoir se chercher, comme on dit dans notre jargon. Hein. Alors, quand moi je suis arrivé là, ma soeur avait déjà préparé une chambre pour moi, qu'elle payait et tout. Donc, je n'avais pas ce problème. Non, c'était déjà à 50%, je dirais, bien commencé pour moi. Mais ici, on était confronté à un réel problème qui était celui de nos frères ouest-africains, les Nigériens. Voilà, c'est le réel problème auquel on était confronté. Alors moi, au bout de 2 mois, déjà après mon arrivée, 2-3 mois, après mon arrivée, j'ai commencé à voir un peu clair sur le terrain. J'ai décidé de lutter contre ça. C'était pour moi un fléau. Parce que les Nigériens faisaient de nos frères ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient rencontrer un frère, lui arracher tout ce qu'il avait, sans que quelqu'un ne puisse dire mot. Alors c'est une lutte même que j'ai commencé avec mon ami et frère Ali Ballon d'Or. On a lutté pour ça. Ouais, on a lutté pour ça et puis bon, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Concernant le problème d'intégration, la première chose d'abord, quand on vient à l'étranger, c'est de respecter les lois du pays qui nous accueille. Ouais, ça c'est la première chose. Ouais, ouais. Et je pense que j'ai respecté aussi cette règle. Après, bon, il y a le travail. Après, il y a le travail. Il y a le fait que j'ai par la suite décidé de côtoyer les autochtones, donc les Marocains, parce que nos frères ici ont tendance à les fuir. Voilà, nos frères ont tendance à les fuir, alors que c'est leur pays, donc c'est eux qui peuvent nous montrer 2-3 chemins pour pouvoir nous en sortir. Et moi j'ai affronté ça parce que j'avais compris que il n'y avait que ces personnes-là qui pouvaient nous ouvrir véritablement certaines portes ici. Et aujourd'hui, moi, je suis content parce que nombreux sont nos jeunes frères ici aujourd'hui qui gagnent leur argent par le biais de ces autochtones, qui travaillent avec des Marocains et tout. Même toi, Postel, tu dois savoir des choses, d'autant plus que tu es basé là-bas, tu sais comment ça fonctionne. Voilà. Et j'ai côtoyé aussi presque toutes les communautés. À l'époque même, quand moi j'étais là, dans mes débuts, je ne côtoyais presque pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens que je côtoyais, c'était des gens qui étaient proches de moi, donc des gens qui étaient dans le quartier que j'habitais, Fidaus. C'était généralement des étudiants, les Dandou et autres. Le seul gars que je côtoyais qui n'était pas étudiant ivoirien, que je voyais régulièrement et que je traînais, c'était Ali. Non, mais le reste là, c'était des étudiants. Donc moi, c'était pas trop mon truc. Logique. Voilà, nous on était des chercheurs, ils étaient des étudiants, qui avaient l'argent à la fin du mois, nous il fallait se battre sur le terrain pour pouvoir manger et tout, parce que je n'avais pas éternellement resté dans les jupons de ma soeur. Tu vois. Donc j'ai côtoyé les Camerounais,
c'est la communauté que je côtoie le plus. Donc je côtoie les Camerounais et les Nigériens. Ensuite les Marocains. Donc voilà. Moi je le dis aussi aux petits frères qui viennent et qui sont déjà venus que la clé même de la réussite et de l'intégration, même quand on vient à l'aventure, c'est de respecter les dévanciers. C'est important, c'est de respecter les dévanciers. Moi j'ai eu en début d'année des problèmes avec certaines personnes. Tu sais que nous vivons ici, nous sommes un terrain où l'hypocrisie est monnaie courante. Voilà, c'est l'hypocrisie ici qui règne. Mais c'est quelque chose que moi je ne connais pas dans mon éducation. Et je remercie mon père pour ça. Voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas dans mon éducation. En début d'année, j'ai eu des problèmes parce que j'étais contre le fait que les enfants jettent de l'argent en boîte. Et j'avais même mené un petit combat pour ça, mais après, les gens qui me soutenaient étaient les mêmes détracteurs après dans mon dos. Donc j'ai laissé couler. J'ai laissé couler. Aujourd'hui, les enfants peuvent jeter leur argent comme ils veulent. C'est leur problème. Le jour qu'un a son problème, bon, c'est son problème, quoi, parce que je ne le souhaite pas, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver. Voilà. Donc, voilà. Et il y a eu la CIMA par la suite que j'ai aidé à créer. Donc, il y a la communauté ivoirienne au Maroc. J'avais fait ça au départ pour aider nos frères. Nombreux sont nos jeunes frères qui sont arrivés ici, qui ont été arnaqués par des personnes leur promettant des clubs ici et tout. Les enfants sont arrivés ici, certains ont dormi même en plein hiver sur des dalles ici. Alors c'était pour lutter contre ce genre de choses que la CIMA a été montée en fait. Donc c'était, je dirais même là, de la philanthropie. Parce qu'il n'y avait vraiment pas de caisse et tout. C'était des fonds qui sortaient de ma poche. Voilà, donc on a lutté. Bon, aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont. Hein. Les choses sont ce qu'elles sont. Il y a des frères que j'ai aidés, pas forcément financièrement, sinon je dirais peut-être plus ou moins. Mais je pense que la plus grande aide que je leur ai apportée, c'est de savoir comment marcher et puis où mettre la tête pour avoir 100 dirhams, 150 dirhams, 200 dirhams. Voilà, et donc on ne peut que remercier Dieu pour ça. Comme nos parents ont coutume de dire, Dieu soutient tous les aventuriers. Voilà en fait. Alors, Président, à vous entendre parler, d'abord j'ai retenu trois choses. C'est-à-dire la clé pour vous d'une bonne intégration, c'est d'abord de respecter les lois du pays qui nous accueille, respecter ensuite les dévanciers et aussi être humble. Parce que dans ce que vous avez dit, je crois que c'est ces trois choses-là qui ont fait aujourd'hui celui que vous êtes. Non, c'est pas trois choses, donc ça fera quatre, parce qu'il y a le fait qu'il faille côtoyer aussi toutes les autres communautés. Comme tout à fait. D'abord, premièrement, les autochtones, donc les propriétaires, les gens qui nous accueillent, nos tuteurs, qui sont d'abord les Marocains. Et par la suite, au Maroc, ici, nous avons plusieurs communautés. Il faut les côtoyer. Il faut les côtoyer. À moins que tu sois étudiant. Sinon, si tu viens dans les mêmes conditions que nous et tout, tu es obligé de côtoyer toutes ces communautés-là. Tu es obligé pour voir clair, pour te tisser des relations et tout. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Ok, Président, et aussi tout à l'heure, vous avez eu à parler de la CIMA. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le nom de l'émission c'est Postel Papara, c'est-à-dire que souvent on pose peut-être quelques questions qui sont un peu pertinentes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la CIMA et on a senti quand vous avez parlé de la CIMA que vous avez comme un pincement au cœur, quand vous avez parlé un peu de la genèse, de comment est-ce que la CIMA a été créée, du combat que vous avez voulu mener, de savoir qu'aujourd'hui ceux que vous avez cru être de votre côté veulent la fin vos propres détracteurs, tout ça. C'est quoi aujourd'hui la CIMA, Président? La CIMA est toujours en place. La CIMA n'est pas en place parce que on est tous au Maroc, on entend plein de choses. Il y a des dits, il y a des non-dits, il y a des sous-entendus, tout ça. Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir face à une caméra. Dites-nous franchement, Président, la CIMA existe-t-elle toujours? La CIMA n'existe plus. Où en est-on avec la CIMA et qu'est-ce que la CIMA continue encore à faire pour les jeunes Ivoiriens? Vraiment, petit frère, je vous remercie. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez encore le temps, mais je vais faire le maximum pour respecter aussi votre timing parce que j'ai vu que vous avez aussi un coup de fil pour continuer votre émission.
mais vous me permettez aujourd'hui de dire certaines choses face à une caméra. Tu sais, la CIMA, au début, ce n'était pas la CIMA. La CIMA est née comment? Nous sommes au Maroc, nous avons nos sœurs ici qui ont des petits maquis pour se débrouiller, pour ne pas sombrer dans la prostitution. Nous, on ne peut que les encourager. Alors, c'est comme ça que certaines sont par moments agressées. Certaines se trouvent avec des clients difficiles qui consomment même sans payer. Et c'est toujours dans ce comportement de bandits, je dirais, qu'une fois, nous avions des sœurs à Insba, qui avaient un maquis là-bas, le maquis LMP. Et un jeune Guinéen est arrivé un soir dans le maquis, il a consommé, il s'est drogué, étant ivre, il a engagé une bagarre avec un jeune Camerounais qui avait sa copine dans le maquis, donc une autre de nos sœurs. Alors la bagarre a dégénéré, le Guinéen il a poignardé le Camerounais, les gens ont pu le mettre dehors, le Guinéen est resté dans la maison. Avec son couteau, il a menacé tout le monde a fui, même les propriétaires du maquis ont fui. Il est resté dans le local, il s'est enfermé, il a cassé tout le stock de boissons, percé même les canettes, cassé le frigo, la télé, la gazinière et tout. Alors c'est comme ça que les jeunes frères et les frères étant à Insba m'ont fait appel. À l'époque, il y avait notre frère Abou, qui était à la tête de la communauté ivoirienne. Ils lui ont fait appel. Ils ont accusé une femme de non-recevoir. Il a dit qu'il était très occupé. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Moi, j'étais à cette époque dans aucun mouvement d'association. C'est vrai que j'avais des comportements par moments plus ou moins de justicier. Voilà, mais j'étais dans aucun mouvement. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. J'ai organisé les choses sur place. Et nos soeurs ont été remboursées intégralement par la communauté guinéenne. Le frigo, la boisson, tout ce qui avait été gâté, nous avons fait un travail sur 3 jours, tout a été remboursé. Alors, c'est à partir de là que moi je dis, bon, c'est déjà un bon début, si on peut avoir des frères comme ça, capables de se réunir à chaque fois pour s'entraider, pourquoi ne pas mettre ça en association et puis voir dans quelle mesure avancer. C'est ainsi qu'on a créé un comité ad hoc, c'était pour rédiger les tests. Donc le comité ad hoc a rédigé les tests sur un mois ou je ne sais plus, sur 2 mois comme ça. Et à chaque fois que